l'on pense au printemps, l'image qui nous vient à l'esprit, c'est celle d'une renaissance douce et lumineuse. Le ciel se fait plus clair, les arbres bourgeonnent, l'air devient plus léger et l'ombre de l'hiver s'éloigne. Le printemps évoque le renouveau, l'espoir et la jeunesse. Pourtant, il existe des printemps qui ne sont ni légers ni chaleureux, des printemps où la vie semble figée, où le temps s'étire, où l'ennui et la solitude deviennent palpables. Dans Printemps bleu, le printemps n'a rien d'éclatant. Il est froid, métallique, presque douloureux dans sa densité. Il est bleu. Ce bleu, Matsumoto le fait s'infiltrer dans les pages de son recueil, dans les murs de l'école, dans les rues désertes d'un quartier urbain en déclin, dans les regards des adolescents qui traversent ces lieux. Il est un bleu qui pèse, un bleu qui enferme autant qu'il révèle. Ce n'est pas un bleu mélancolique à la manière d'une toile romantique, mais un bleu chargé d'adrénaline, de danger et de frustration. Un bleu qui reflète la jeunesse, dans toute sa confusion, sa marginalité et son intensité. C'est un printemps où les adolescents se cherchent, se perdent, se défient et parfois se blessent. Printemps bleu ne raconte pas une seule histoire, c'est un recueil de 7 nouvelles, chacune explorant la vie de jeunes garçons d'un Japon urbain et contemporain. Au centre, souvent se trouve Kujo, un lycéen rebelle et charismatique. Mais chaque récit peut être lu indépendamment et chacun d'eux capture une facette différente de l'adolescence. L'ennui, la rébellion, le danger, la violence, le désir de sensation, la peur et l'exaltation de vivre sur le fil. Matsumoto ne moralise jamais, il n'impose pas de leçons. Il observe, il documente et en même temps, il transforme la réalité en poésie graphique et narrative. Son approche est celle d'un photographe qui capture ses sujets dans l'instant précis où leur existence prend une intensité particulière, mais avec le regard d'un artiste qui ne se contente pas du réel. Dans la postface du recueil, Matsumoto confie son admiration pour les jeunes qui l'ont inspiré. Ils répondaient à la raison avec leurs poings et ne questionnaient jamais leur passion excessive. Leur franchise et leur fidélité à eux-mêmes m'ont séduit. Ils étaient mes héros. Cette citation résume parfaitement l'esprit du manga. Il ne s'agit pas de reproduire la vie telle qu'elle est, mais de capturer la force et la vitalité et l'extrême intensité de moments fugaces. Les adolescents de cette histoire ne vivent pas dans un monde de confort ou de certitude. Ils n'ont pas de plan, pas de rêve fixe, pas de futur tracé. Et c'est précisément cette absence de repères qui rend chaque geste, chaque jeu, chaque défi si chargé de sens. Dans l'œuvre, le danger devient un outil pour ressentir, l'ennui devient un moteur pour créer et la violence devient un langage. Les jeunes garçons jouent avec la mort, se lancent dans des défis absurdes et dangereux, mais toujours dans une tentative de se sentir vivant. Ce n'est pas la provocation gratuite, ni une glorification de la violence, c'est une exploration de ce que signifie être adolescent, être à la fois fragile et audacieux, inquiet et provocateur, à la recherche d'une intensité que le monde adulte ne leur fournit pas. L'univers de Matsumoto est également visuel. Chaque page est conçue pour immerger le lecteur, pour le faire ressentir l'espace et le temps à travers le regard des personnages. Ce mélange de réalisme documentaire et de stylisation poétique crée une expérience qui dépasse le simple récit. C'est un voyage émotionnel et sensoriel. Mais au-delà de la technique graphique et de l'intrigue, ce qui rend Printemps bleu intemporel, c'est sa capacité à parler à toute jeunesse, partout dans le monde. Les adolescents n'ont pas besoin de connaître le Japon des années 90 pour comprendre l'ennui, le besoin de se dépasser, l'exaltation du danger ou la recherche de sens d'un quotidien gris. Matsumoto capture des émotions universelles et son bleu, aussi froid et dur soit-il, devient un miroir pour le lecteur. Ainsi, en ouvrant ce livre, on ne se contente pas de lire un manga, on entre dans un monde où l'adolescence est à la fois exaltée et douloureuse, où le printemps n'est pas lumineux mais bleu, et où chaque instant de vie, même minime, devient un éclat d'un univers en apparence gris et immobile. C'est dans ce bleu que nous allons plonger, explorer les histoires, les personnages et les émotions de Taiyo Matsumoto. C'est un monde où l'ennui est créatif, où la violence est poétique, et où la jeunesse, dans toute sa fragilité et sa puissance, devient un objet d'art. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de notre nouveau format Bistro Sushi. Bistro Sushi, c'est un espace de discussion libre et passionné où l'on vous parle de nos coups de cœur venus du Japon. Films, animés, mangas, jeux vidéo, artistes ou œuvres cultes ou actuelles. Ici, on ne se met aucune barrière. Le but de cette émission, c'est de partager notre amour pour ces œuvres, de les analyser sans prise de tête, d'en parler avec sincérité et surtout de vous donner envie de plonger dedans à votre tour. C'est une fois de plus le regard qu'on veut mettre à l'honneur avec Japanorama. Un regard curieux, parfois large, parfois très précis, un regard qui fait la mise au point sur ce qui nous touche dans tous ses états. On vous souhaite un très bon podcast et on vous dit à très vite autour du comptoir de Bistro Sushi.
Printemps Bleu va être réédité dans une version prestige le 29 janvier par les éditions Delcourt Tonkam. On s'est dit que ça serait la parfaite occasion de faire notre première avec cette occasion. Et aujourd'hui, c'est avec une émotion toute particulière que nous faisons ce premier épisode consacré à Taiyo Matsumoto et à son œuvre, Printemps Bleu. Mais qui est Taiyo Matsumoto ? Alors, il est né en 1967 à Tokyo, dans une époque où le Japon se trouvait au cœur d'un bouleversement économique, social et culturel. Il grandit dans une société japonaise en pleine mutation, où le boom économique et la culture de consommation rapide coexistent avec un système scolaire rigide et des attentes sociales extrêmement codifiées. Ces influences marqueront profondément son œuvre et sa sensibilité, mais Matsumoto ne se contentera pas de reproduire la réalité. Il transformera, la déformera, la poétisera à travers ses dessins et ses récits. Dès l'enfance, Matsumoto se distingue par un sens aigu de l'observation et un intérêt profond pour le comportement humain. Fasciné par le mouvement et les émotions des autres, il développe un regard presque documentaire sur le monde qui l'entoure. Ce talent d'observateur deviendra l'une des pierres angulaires de son style, capturer la vie telle qu'elle est, tout en y injectant une dimension poétique et expérimentale. Très jeune, il se met à dessiner avec intensité. Ses premières œuvres révèlent déjà un goût pour l'exagération et la distorsion, des éléments qui deviendront signatures dans ses futurs mangas. Pendant son adolescence, Matsumoto est attiré par les cultures alternatives et underground. Le Japon de cette époque, à la fin des années 70 et au début des années 80, est un terrain fertile pour la créativité marginale. Mouvements punk et grunge, musique expérimentale et cinéma indépendant. Ces influences se retrouvent directement dans son œuvre. Le jeune Matsumoto observe autour de lui une jeunesse rebelle, désœuvrée, à la recherche de sensations et commence à comprendre que son art pourra devenir un moyen de capturer ses émotions brutes. Il s'intéresse également à la bande dessinée européenne et américaine, notamment aux auteurs comme Daniel Clowes et Debbie Dushel ou Moebius, dont les histoires introspectives et souvent absurdes nourrissent sa sensibilité narrative. Après ses études, Matsumoto commence à publier dans des magazines de manga indépendants. Ses premiers travaux attirent l'attention par leur singularité. À une époque où le marché est dominé par des genres très codifiés comme shonen d'action, shoujo, récits fantastiques ou de science-fiction, Matsumoto s'affirme comme un auteur à contre-courant, explorant des thèmes rarement abordés. La marginalité adolescente, la violence urbaine, l'ennui existentiel et la poésie de la banalité. Son style graphique, immédiatement reconnaissable, mêle influences japonaises et européennes. Les personnages semblent flotter, comme dégagés de la gravité, tandis que l'espace urbain devient à la fois réel et symbolique. En 1993, Matsumoto publie Printemps Bleu, recueil de nouvelles qui restera l'une de ses œuvres les plus marquantes et emblématiques. Ce travail montre déjà la capacité de Matsumoto à transformer le réel en poésie, à mêler documentation et imagination. Après Printemps Bleu, Matsumoto poursuit une carrière prolifique et audacieuse. En 1994, il publie Tekken King Red, ou Amer Béton en France. Un manga qui deviendra internationalement célèbre. L'histoire se déroule dans les rues d'une ville japonaise fictive et suit deux enfants, Black et White, d'un univers où la violence, l'amitié et la marginalité s'entrelacent. Le style graphique y est encore plus expérimental, perspectives distordues, cases imbriquées, des traits dynamiques et contrastes marqués. L'œuvre sera adaptée en film d'animation en 2006, confirmant l'impact de Matsumoto sur la scène internationale. Dans les années qui suivent, Go-Go Monster, récit introspectif mêlant enfance, fantastique et mémoire. Et à chaque œuvre, l'auteur expérimente avec la narration, le découpage, le temps et l'espace, repoussant les limites du manga traditionnel. Matsumoto joue avec les proportions des corps, les angles de vue et les mouvements, créant des planches qui sont autant d'expériences visuelles que narratives. Le travail de Matsumoto se distingue également par sa capacité à créer un univers universel. Bien que ces histoires soient japonaises dans les décors et les codes culturels, elles parlent à toute jeunesse partout dans le monde. Son imaginaire combiné à une esthétique unique et à une narration inventive place Matsumoto parmi les auteurs les plus influents et respectés du manga moderne. Matsumoto a inspiré toute une génération d'auteurs underground et mainstream. Son approche documentaire et poétique a montré qu'il est possible de raconter la jeunesse. Ses œuvres continuent d'être étudiées, traduites et célébrées à travers le monde, et Printemps Bleu, malgré son âge, reste un modèle de ce que le manga peut offrir lorsqu'il ose sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, Taiyo Matsumoto est reconnu non seulement pour son style graphique unique, mais aussi pour sa capacité à capturer l'essence de la jeunesse, avec ses excès, ses contradictions et ses moments de grâce fugace. Il reste un auteur à découvrir absolument, un maître de l'expérimentation narrative et graphique, et un artiste capable de transformer les fragments du quotidien en œuvres intemporelles. Lorsqu'on ouvre Printemps Bleu,
Le lecteur est immédiatement frappé par l'atmosphère lourde et particulière qui s'en dégage. Ce n'est pas un Japon lumineux ou de grandes villes modernes impeccablement ordonnées. Ici, le décor est celui d'un Japon urbain et marginal, où les adolescents errent dans les rues désertes, où les murs des écoles sont couverts de graffitis et où l'ennui semble peser sur chaque instant. Le titre du recueil, Printemps bleu, pourrait suggérer un souffle de renaissance, de légèreté et de chaleur. Mais Matsumoto, fidèle à sa vision, transforme le bleu en symbole d'une jeunesse à la fois intense et désenchantée, d'un printemps qui ne porte pas la promesse de l'avenir, mais qui se vit dans l'instant présent, dans l'urgence. L'œuvre est composée de 7 nouvelles, chacune explorant une facette différente des composantes de l'adolescence. On y trouve Kujo, adolescent charismatique, provocateur et souvent en décalage avec les autres. Il incarne le rejet de normes sociales, la recherche d'intensité d'un quotidien répétitif et la fascination pour le danger et la violence comme moyen de se sentir vivant. Autour de lui gravite une bande de lycéens désœuvrés, partageant le même goût pour les défis absurdes et les expériences extrêmes. Ces personnages ne sont ni héros classiques. Le contexte culturel dans lequel Matsumoto situe Printemps bleu est fondamental pour comprendre la puissance de l'œuvre. Le Japon des années 90 est marqué par une crise économique et sociale majeure, ce qui lui a valu de porter le nom de décennie perdue. La fin du boom des années 80 laisse place à l'incertitude, la stagnation et une pression sociale exacerbée. Le système scolaire est rigide, les attentes des familles sont strictes, et les adolescents ressentent fortement le poids d'une société qui valorise la conformité au détriment de l'expression individuelle. L'influence des mouvements culturels alternatifs est également palpable dans l'œuvre. La scène punk et grunge, qui s'étend du Japon aux États-Unis et à l'Europe, sert de référence à Matsumoto pour construire un univers où les adolescents trouvent leurs identités en marge. La musique, la mode et l'attitude de ces mouvements influencent directement le comportement de ces personnages, leur langage et leur rapport à la société. Dans Printemps bleu, les lycéens vivent dans un monde où les règles sont floues, où la hiérarchie sociale est contestée par la bravade et le défi physique, où chaque action, même absurde, devient un moyen de se réaffirmer. Le manga entretient également un dialogue avec le cinéma japonais contemporain. On retrouve dans certaines scènes des échos au film de Takeshi Kitano, notamment Kids Return ou Sonatine. Mais il y ajoute une dimension onirique et graphique qui lui est propre et qui est transposée d'un univers où la gravité de la situation est mise en tension avec l'absurde. L'originalité de Printemps bleu réside aussi dans la manière dont Matsumoto traite le temps et l'espace. Contrairement à une narration classique, les événements ne suivent pas toujours un ordre linéaire. Les scènes s'entremêlent, les pensées des personnages se superposent aux actions, et le lecteur est invité à ressentir le rythme de la vie quotidienne plutôt qu'à suivre une intrigue traditionnelle. Le temps lui-même le semble dilaté, alternant moments d'immobilité, de contemplation et explosion d'adrénaline. Chaque page devient une expérience sensorielle, où le visuel et le narratif se complètent pour créer une immersion totale dans le quotidien. Enfin, les personnages ne sont pas idéalisés, ils sont désillusionnés, parfois cruels, souvent absurdes dans leurs actions, et pourtant, Matsumoto parvient à leur conférer une beauté tragique. Le bleu du titre, froid et dur, devient un miroir pour le lecteur. Il reflète non seulement la désillusion et la violence, mais aussi la vitalité et la force de l'adolescence. Ainsi, Printemps bleu est bien plus qu'un recueil de nouvelles sur des lycéens rebelles. C'est un témoignage sur la jeunesse, sur le Japon de cette époque. C'est une œuvre qui capture l'instant, le geste et l'émotion. Dans le bleu de Matsumoto, il y a autant de douleur que de beauté, autant de désespoir que de poésie, et autant de chaos que de rythme. Printemps bleu n'est pas un manga traditionnel à intrigue unique et linéaire. Il s'agit d'un recueil de 7 nouvelles, chacune explorant la vie de jeunes garçons en quête d'intensité dans un monde qui semble leur refuser toute place. L'un des fils rouges qui relie cette histoire, c'est Kujo, un lycéen charismatique et rebelle, figure centrale dans la plupart des récits. À travers ses yeux et ceux de ses amis, chaque nouvelle est une expérience à part entière. Mais ensemble, elles composent une symphonie de la jeunesse japonaise urbaine de son époque, intense et désespérée. La première nouvelle, intitulée « Si t'es heureux, frappe dans tes mains », introduit le lecteur dans le monde de Matsumoto. Une bande de garçons s'adonne à un jeu dangereux sur le toit de l'école, marcher sur la rambarde, lâcher prise, taper dans leurs mains avant de retrouver l'équilibre. Ce jeu absurde et périlleux devient une métaphore de l'adolescence telle que Matsumoto l'aperçoit. Un équilibre fragile entre défi, danger et désir de ressentir quelque chose ou n'importe quoi d'un quotidien gris et monotone. Les adultes et les autres élèves sont représentés avec des barres noires sur les yeux, symbole d'une incompréhension mutuelle entre générations. Les seuls yeux découverts sont ceux des adolescents principaux, mettant en avant leur quête d'individualité et la solitude de leurs émotions.
La seconde nouvelle, Revolver, la plus longue du recueil, est sans doute la plus emblématique de la tension dramatique et du nihilisme de l'œuvre. Cujo et ses amis reçoivent une arme à feu avec 3 balles et doivent décider ce qu'ils vont en faire. La situation est absurde car la violence n'est pas un but en soi, mais une façon d'expérimenter la vie et le danger. Matsumoto capte l'excitation et l'angoisse simultanément, transformant chaque mouvement en moment de tension extrême. Le découpage est dynamique et brutal, avec des cases imbriquées et des lignes qui semblent vibrer sous l'intensité de chaque action. Cette nouvelle illustre parfaitement la manière dont Matsumoto utilise la violence, non pas pour choquer, mais pour exprimer la fragilité et l'exaltation de l'adolescence. La troisième nouvelle, Pof, c'est l'été, se concentre sur un groupe de joueurs de baseball tentant d'oublier leur défaite en jouant sans fin au mahjong. Ici, Matsumoto explore l'incapacité de la jeunesse à accepter les conséquences de ses choix, mais il le fait avec humour et subtilité. Les personnages sont abordés par le jeu, détournant leur attention de leurs émotions et de leurs frustrations. Matsumoto joue avec les limites du réalisme. Les parties de mahjong deviennent des espaces où la temporalité se dilate, où la pensée et l'action se confondent, et où la lenteur, loin d'être négative, se transforme en moteur narratif. La lecture devient un acte de navigation dans un flux d'expériences partagées. Dans notre petit restaurant, c'est un vrai coin de paradis, Matsumoto adopte une approche plus expérimentale. La narration suit simultanément plusieurs personnages dans un chaos visuel où conversations, gestes et pensées se superposent. Un restaurant devient un microcosme de la vie urbaine et adolescente. Les enfants et les adolescents interagissent dans un désordre organisé, ponctué de bagarres, de dialogues absurdes et de gestes triviaux. Mais chaque élément révèle une vérité sur la jeunesse. La fluidité et la densité des cases reflètent l'état d'esprit des personnages. La simultanéité des actions, le mélange du réel et de fantaisie, et la nécessité de trouver sa place dans un monde bruyant et complexe. Matsumoto transforme le quotidien en poésie visuelle, où chaque objet, chaque regard et chaque bruit participent à la narration. La nouvelle, Ça, t'as pas le droit, dernière du recueil, est la plus extrême et surprenante. Elle suit un jeune garçon poursuivi par un camarade plus âgé et presque indestructible, à travers la ville jusqu'à un dénouement tragique, un slasher movie à la sauce manga. La violence est ici poussée à l'extrême, presque surréaliste, accident de voiture, poursuite à travers le métro, blessures grotesques, mais ce n'est jamais gratuit. Alors vous avez compris, on ne va pas tout vous dévoiler ici, on vous invite à vivre l'expérience par vous-même pleinement. Dans Printemps bleu, chaque débordement graphique ou narratif répond à une intention précise, rendre tangible la précarité et la tension propre à l'adolescence. Rien n'est accentué inutilement. Les déformations, les ruptures de ton, les élans presque irréels servent avant tout à amplifier la perception émotionnelle. Les situations traversées par les personnages sont concrètes, parfois dangereuses, mais elles deviennent surtout pour le lecteur un moyen d'éprouver l'intensité du moment présent, cette sensation diffuse que tout peut s'effondrer ou s'embraser en un instant. Pour transmettre cet état de tension permanente, Taiyo Matsumoto développe une écriture visuelle immédiatement reconnaissable. Le dessin est âpre, instable et brutal. Les silhouettes se contorsionnent, s'allongent, se disloquent presque comme si le corps peinait à contenir ce qu'il traverse. Les visages, souvent déséquilibrés, oscillent entre dureté et fragilité, chargés de sentiments et de contradictions. Les lignes de fuite se dérèglent, les arrière-plans glissent entre observations concrètes et projections mentales, tandis que la construction des planches épouse le tempo intérieur des adolescents en plongée ou en contre-plongée. Jusqu'aux inscriptions sur les murs, omniprésentes et traduites en notes dans les éditions étrangères, qui s'intègrent pleinement au récit. Rien n'est laissé au hasard, chaque détail contribue à faire de la lecture une expérience sensorielle et immersive. Au-delà de son apparence formelle, Printemps bleu frappe par la justesse avec laquelle il capture l'adolescence comme vécu universel. L'ennui qui ronge, le sentiment d'être en marge, la peur diffuse, l'attrait pour le danger, l'incapacité à trouver sa place. La jeunesse, avec sa vulnérabilité autant qu'avec son orgueil, devient un espace commun. L'une des grandes réussites de l'œuvre tient à sa capacité à faire cohabiter crudité et lyrisme. Les situations décrites sont plausibles, parfois banales, parfois absurdes, parfois d'une violence sèche, mais toujours traversées par une forte charge affective. L'errance, l'ennui, la confrontation à la mort ne sont jamais des effets plaqués. Ils deviennent des leviers narratifs permettant d'explorer l'adolescence de l'intérieur. L'auteur ne porte aucun jugement sur ses personnages. Il les observe avec une distance attentive, presque documentaire, et transforme leurs dérives en matière poétique. Chaque récit fonctionne comme une entité autonome, mais leur accumulation compose un portrait cohérent et profondément humain de la jeunesse.
Printemps bleu dépasse largement le statut de simple recueil de nouvelles. Il s'impose comme un témoignage à la fois rude et sensible sur la jeunesse urbaine japonaise, une immersion dans les marges, l'ennui et la violence, mais aussi comme une œuvre graphique et narrative qui remet en question les cadres traditionnels du manga. Là où de nombreux récits s'enferment dans des codes de genre, Matsumoto ouvre un territoire singulier. La brutalité n'y est jamais décorative, l'ennui devient un moteur dramatique et la poésie émerge précisément de l'instabilité et du déséquilibre. L'impact de Printemps bleu dépasse d'ailleurs largement le monde du manga. Sa manière d'aborder l'adolescence, la marginalité ou la violence dialogue autant avec le cinéma indépendant japonais qu'avec la bande dessinée alternative occidentale. Mais Matsumoto y apporte une dimension propre, une sensibilité graphique capable de faire naître de la beauté à partir du chaos, du malaise et de la dérive. Son dessin, ses compositions et sa gestion du temps ont durablement influencé la représentation de la jeunesse dans la culture visuelle contemporaine. Enfin, Printemps bleu demeure une œuvre profondément intemporelle. Malgré les mutations sociales et culturelles, elle conserve une force intacte. L'adolescence avec ses jeux dangereux, ses défis absurdes, ses affrontements avec l'autorité et son besoin presque vital d'intensité reste une expérience humaine qui traverse les générations. En observant cette période avec un regard à la fois sensible et expérimental, Taiyo Matsumoto a construit un témoignage durable, un espace de résonance où chaque génération peut projeter ses propres souvenirs et inquiétudes. Printemps bleu n'est donc pas simplement un récit consacré à des adolescents en rupture, c'est une œuvre graphique et narrative d'une rare puissance, une exploration fine de la jeunesse, de la marginalité et de la violence urbaine. Matsumoto y affirme pleinement son regard d'auteur, il observe le réel, le transforme, l'élève et nous invite à ressentir ce que signifie exister intensément dans un monde souvent indifférent. Une œuvre à la fois brute, délicate, essentielle pour comprendre le manga moderne et un témoignage universel sur cet état incandescent qu'est l'adolescence. Et doucement, on arrive au bout de ce premier voyage. Printemps bleu, c'est une saison qui passe, des silences, des regards, des moments suspendus. Une œuvre qui ne s'explique pas toujours, mais qui se ressent. On espère vous avoir ouvert une fenêtre, laissé entrer un peu de ce bleu et vous avoir donné envie de vous y perdre à votre rythme. Alors merci d'avoir partagé ce moment avec nous, entre Japon et France, entre sushi et bistrot, là où les œuvres voyagent et continuent de vivre ailleurs. On se retrouve bientôt pour un nouveau regard, une nouvelle saison autour du comptoir de Bistro Sushi. Merci pour l'écoute et à très vite.